9h46, retour sur le plateau de Direct Gestion, le débat deuxième partie, on parle ISR ce matin, investissement socialement responsable, avec Stéphane. Une première question, ce marché est dynamique, petite taille par rapport aux encours globaux, 5%, on va le voir à l'écran, ça progresse très fortement depuis 10 ans, on est à près de 170 milliards. Pour autant, on a l'impression qu'il y a des freins et quand on demande aux gens, aux investisseurs particuliers, en tout cas, les institutionnels commencent à y venir, les particuliers ont plus de réticence. En fait, on ne connaît pas encore bien l'investissement ISR. Pourquoi, à votre avis, comment ça pourrait se développer? Vous avez d'abord constaté aujourd'hui autour de la table qu'il y a beaucoup d'approches différentes dans l'ISR. Et c'est tant mieux, parce qu'il n'y en a pas une qui vaut plus que l'autre. In fine, ce qui compte, c'est aussi la performance pour le client. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'ISR a peut-être pâti quelque part de son évolution, de sa phase de maturation dans les différentes méthodes, parce qu'on a beaucoup d'approches, et communiquer d'une façon unique et globale autour d'une définition de réalités qui sont multiples, c'est quelque chose d'assez compliqué. Troisième élément, c'est que effectivement, il y a un appétit pour ce type de produit, que ce soit au niveau des institutionnels ou même au niveau des particuliers, parce que on voit bien que quand la finance ne regarde que le financier, on aboutit quelquefois et souvent et régulièrement à des catastrophes qui peuvent être répétées. Et donc l'ISR, le fait de prendre en compte des réalités des entreprises dans leurs pratiques, des enjeux dans leur métier, des situations d'opportunité à partir de la compréhension de leur métier et de ce qu'elles font, donc tout un domaine qui n'est pas financier, parce que la finance au quotidien pour une entreprise, c'est loin d'être sa réalité. Le patron n'a pas, l'équipe de management n'a pas le nez dans les comptes toute la journée. Il va définir une trajectoire, bien évidemment, et ensuite il va travailler sur l'ensemble des leviers qu'il a à sa disposition. Eh bien, cette finance qui intègre ces nouveaux critères, ça va permettre peut-être de lutter contre l'appauvrissement qu'on a vu dans l'analyse financière globalement ces dernières années. Ensuite, il y a des évolutions juridiques. Vous avez vu que les États, les différents pays amènent les entreprises à communiquer plus, mais aussi maintenant les institutionnels de leur côté vont devoir expliquer comment, dans leurs investissements pour leurs sociétaires, ils prennent en compte ce type de critères dans leurs investissements. Ou pas. Ce n'est pas une obligation systématique de le faire, mais vous devez communiquer sur ce que vous faites. Dernier élément, vous avez vu qu'en épargne salariale, qui est un vecteur très important de développement des encours, depuis 2010 en France, on a l'obligation de proposer un fonds solidaire. Et nous, on a vu au travers de... Alors, ce n'est pas parce qu'on est solidaire qu'on est systématiquement ISR. C'est depuis 2010, vous dites? C'est depuis 2010. Effectivement. Et on a quasi un doublement depuis. Oui, vous avez un doublement. Et là, dans l'épargne salariale, il y a eu une vraie incitation, il y a eu un vrai développement, une vraie demande. Et nous, on voit des collectes relativement importantes sur notre fonds solidaire et les faire action solidaire. Près de 100 milliards, effectivement, en 5 ans sur, alors on ne sait pas, enfin, de progression ISR. L'épargne salariale, effectivement, il est sans doute pour beaucoup. Qu'est-ce que... Oui, vous voulez réagir, Marie Duché, moi sur ces j'ajouterais freins? aussi qu'il y a un gros enjeu. Bon, nous, on a un réseau bancaire qui est celui du Crédit Coopératif. Il y a un gros enjeu pour l'ISR de formation des conseillers clientèle. Parce que, on l'a vu, l'ISR, c'est beaucoup d'acronymes, c'est quand même complexe, parce qu'il faut appréhender une réalité des entreprises qui intègre beaucoup d'éléments. Par exemple, les personnes vont entendre que telle entreprise fait du harcèlement sur leur cousine ou leur... Donc, ils ne comprennent pas que ça va se retrouver dans un fonds ISR, par exemple. Donc, ça, il faut vraiment que les conseillers clientèle soient à même d'expliquer la recette de l'ISR et pourquoi on va retrouver telles entreprises dans les fonds. Donc ça, c'est un enjeu pour moi majeur. Vous le disiez tout à l'heure dans l'introduction que seulement 17% des personnes interrogées savaient ce qu'était l'ISR. Et moi, j'attends quand même pas mal du label gouvernemental parce que j'espère, enfin du projet de label gouvernemental, parce que j'espère que ça va amener plus de publicité autour de ce qu'est l'ISR. Alors, c'est Novetti qui s'en occupe, qui avait ce label ISR, puis le label vert. Il y a également une société luxembourgeoise qui a ce label. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de faire plutôt un label unique qui rassemble sur une définition commune. Est-ce que c'est réaliste selon vous? Alors, je pense que c'est réalisable. Après, le timing me paraît un petit peu pour irréaliste. Oui, bon, on verra. Il faut rester optimiste. Mais moi, je trouve ça plutôt positif, oui, sachant qu'on pourra choisir quel est l'organisme qui labellisera. Donc, moi, je trouve ça plutôt positif, oui. Oui. Ça permet, voilà, il y a certains acteurs qui disent qu'ils font l'ISR, qui n'en font pas vraiment. Voilà, ça fera peut-être un petit peu, ça clarifiera peut-être un petit peu le marché en France.
France. Pour vous, ce label est indispensable, Stéphane Prévost? Non, je ne le trouve pas indispensable. On est un peu surpris que les réseaux bancaires aient autant poussé pour avoir un label, parce que ça voulait dire qu'ils n'arrivaient pas forcément à expliquer ce qu'ils faisaient. Ce n'est pas le cas de tous les acteurs, mais pour certains d'entre eux, c'était peut-être leur difficulté. Je crois qu'il faut expliquer très simplement. Et là où je rejoins Marie, Warren Buffett disait que c'est quand la mer se retire qu'on voit qu'il y a un maillot de bain. Effectivement, on a assisté à ce phénomène ces dernières années où il suffisait de dire que vous faisiez de l'intégration, où vous preniez en compte des critères ESG pour que vous deveniez automatiquement ISR. Dans ce sens, alors je répondrai à votre question, oui, le label est intéressant parce que si le label est extrêmement exigeant vis-à-vis des acteurs dans leur capacité à rendre compte de leur intégration de cette dimension ESG dans leur processus de gestion, dans la sélection de valeur et dans leur reporting, alors il va être intéressant. Je vais vous livrer une anecdote. Nous, on a un label d'État dont on parle quasiment jamais à l'extérieur, mais au niveau de la financière, on le met en avant. On a déjà ce label d'État. On bénéficie d'un crédit d'impôt recherche et du statut de jeune entreprise innovante dans l'ISR. Parce que vous avez mis en place notre méthode. cette Oui. méthode unique finalement. Et la base de données et la capacité à rendre compte de l'intégration de ces facteurs dans la sélection de valeur et dans la gestion. Parce que quand une actualité vient frapper une entreprise sur des dimensions ESG, ça peut remettre en cause effectivement la stratégie de l'entreprise, où ça démontre une incapacité du management à intégrer cet enjeu. Et là, en tant qu'actionnaire, vous pouvez vous poser des questions. Donc je pense que c'est aux acteurs ensuite il faudra que le label soit exigeant, mais c'est surtout aux acteurs en soi de faire des efforts sur leur reporting ISR. Je suis par exemple, vous avez vu qu'il est obligatoire quand on adhère à l'AFG, Association française de gestion, pour un gestionnaire, d'adhérer au code de transparence. Sinon, vous ne pouvez pas revendiquer la qualité ISR de votre fonds. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de reporting sur les éléments extra-financiers. Et ce serait bien qu'on rende obligatoire, qu'on aille un petit peu plus loin également côté acteur dans la démarche, de dire il ne suffit pas d'avoir un ou deux labels, parce qu'aujourd'hui, il y a un label Novetic qui existe. Est-ce qu'il a amené beaucoup de visibilité vis-à-vis du grand public sur les investissements? Je ne le crois pas encore. aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que c'est encore un petit peu et pourtant, il est très exigeant. Il est sûrement très exigeant, sauf qu'il y a des grandes sociétés de gestion, Amundi pour ne pas les citer, qui ont refusé de labelliser entre guillemets une gamme il y a peu et ont demandé de revoir ces critères. Alors quand on regarde justement, Marie Luché, j'ai extrait ça de la slide qu'on voit à l'écran de votre rapport, le top 5 des tailles de fonds en cours, Amundi, Tresonia ISR, donc c'est la trésorerie d'entreprise, on voit que la décollecte est plutôt forte. Et qui c'est qui collecte? J'ai l'impression que c'est plutôt justement, vous êtes en bonne position, des gens qui arrivent aujourd'hui qui sont purs ISR et qui peuvent vraiment avoir un réel bilan et qui sont justement, vous en parliez, transparents par rapport aussi à leur activité et leur sélectivité. Oui, c'est vrai qu'alors, je rejoins tout à fait ce que disait Stéphane. Il y a des acteurs qui sont plus ou moins responsables dans leur pratique, plus ou moins exigeants dans leur ISR. Et c'est vrai que parfois, ça peut faire un petit peu de tort à ce qu'est l'ISR en France. C'est sûr aussi qu'il vaut mieux être cohérent. On demande aux entreprises d'être cohérentes dans leur stratégie, d'intégrer l'ISR dans tous les maillons de leur fonctionnement, de leur business jusqu'à leur stratégie. Il faut également que nous fassions la même chose. Et donc, je suis tout à fait d'accord pour que nous soyons obligés à rendre des comptes. Nous avons l'avantage d'être la filiale d'une banque coopérative totalement indépendante. Ça nous sert notamment dans le dialogue, puisque nous, quand nous rencontrons les entreprises qui ont des pratiques que nous jugeons inadaptées ou faibles, nous avons une totale liberté de parole, puisque ce ne sont a priori pas nos clients par ailleurs, ce qui n'est pas le cas de nos concurrents plus... Et alors justement, à ce propos, parce qu'on va se reconnecter quand même au marché, si on a envie de savoir, pour ceux qui nous regardent, quelles sont les sociétés ou les secteurs qui sont les plus ou les moins, on va commencer par les moins, filtre controverse pour vous, impact fort sur les bancaires et les pétrolières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Marie Luché, on voit que c'est des exemples d'entreprises en controverse 5, donc les plus graves. Pourquoi elles sont en controverse 5 ou 4 pour les bancaires ?
Alors, je ne vais pas vous détailler l'ensemble de ces Non, vous allez me controverses, ce fâcher serait avec trop long. toutes ces sociétés. Déjà, non, mais ça, c'est pas un problème, mais ce serait un petit peu trop long. Mais pour vous donner une idée, donc, comme je disais tout à l'heure, notre analyse des controverses joue un rôle important dans notre sélection des entreprises. Et puis, pour juste compléter ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est vrai que pour nous, l'ISR doit avoir un impact sur la construction du portefeuille. Hein. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde. Nous, tout notre ISR sur les 65% de nos encours, a un impact sur la construction du portefeuille final. Donc les controverses ont un impact assez important. Donc comme je disais tout à l'heure, on regarde l'importance, la récurrence, si le management est impliqué. Donc là, vous voyez par exemple que BNP est en controverse de niveau 4, donc j'en ai parlé tout à l'heure, tout simplement parce que c'est une gestion du risque qui n'a pas été menée suffisamment bien et malgré, tout le monde connaît les détails, mais malgré des alertes de différentes personnes en interne et en externe et un non-coopération avec les autorités qui pour nous justifie que pour l'instant BNP ne puisse pas réintégrer nos portefeuilles ISR. Mais nous sommes en dialogue avec l'entreprise et nous suivons de très près ses progrès. Et vous disiez tout à l'heure, des fois ces controverses, en tout cas ces incidents de parcours leur servent puisqu'elles vont améliorer leur gouvernance vis-à-vis de ces sujets. Voilà, et ça peut être le cas pour Alstom par exemple, qui a encore plusieurs reprises a été épinglé pour des gros problèmes de corruption. Je pense que dans les prochaines années, ils vont mettre en place beaucoup de moyens pour faire face à ça. Je donne la parole à Stéphane Prévost, ça va être rapide. Vous aviez un exemple notamment sur Danone, étonnant, Danone qui n'a pas passé le filtre chez vous, pourquoi ? Écoutez, c'est pas un problème de responsabilité, mais c'est la preuve que on suit bien notre méthode. Quand vous regardez, Danone est très bien évalué par l'ensemble des agences de notation et très souvent présente dans les portefeuilles ISR. Et quand on a regardé l'information ESG qui est satisfaisante, Danone a répondu à peu près à 60% de nos indicateurs dans le questionnaire. Donc c'est pas le plus élevé. Mais c'est quand même relativement important pour un groupe d'ampleur mondiale. Sauf qu'à l'intérieur, quand vous regardez les réponses aux indicateurs, vous vous rendez compte qu'il n'y avait que 3 métiers sur lesquels l'entreprise avait répondu, c'est-à-dire les produits laitiers frais, les eaux minérales et puis le lait en poudre. Et il n'y avait rien sur la division de nutrition médicale. Alors quand vous regardez Danone, le groupe Danone, c'est particulièrement intéressant parce que ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que Danone, qui a besoin de préserver son leadership au niveau mondial sur ses 3 premiers métiers, a besoin d'investir. Or, il a une situation d'endettement qui est relativement élevée aujourd'hui. Et dans son organisation industrielle, le savoir-faire de Danone, en fait, il repose sur une capacité, non pas de production, mais de distribution et de marketing au sein de la grande distribution de ces produits. C'est là le savoir-faire et le métier véritable de Danone. Et la division la nutrition médicale, c'est une division qui fonctionne complètement différemment. C'est d'ailleurs des unités de production qui sont autonomes et c'est surtout une force de vendeurs, d'acheteurs, de vendeurs quasiment comme de vendeurs médicaux, puisque ces produits-là, ils sont écoulés auprès des pharmacies, des maisons de retraite, etc. Donc je résume parce qu'on arrive à la fin, du coup ils ne rentraient pas dans les critères, et eux-mêmes l'avouaient, disaient non, effectivement ça échappe aux autres contrôles qu'on a pu mettre en place. Effectivement, le métier est tellement différent dans cette division que du coup on n'a pas un reporting ESG là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Danone doit clarifier sa stratégie afin de poursuivre la poursuite de sa croissance et de son leadership sur ses premiers métiers. Donc voilà, Danone, ça sera éligible, mais il faudra voir ce qu'ils feront de cette division et attendre un petit peu dans la durée ce qu'ils vont faire. Un dernier mot pour Marie? Oui, juste pour terminer sur une note positive, on a aussi une sélection d'entreprises qui font bien les choses et qui sont en avance par rapport à leur secteur. Nous, on a quelques valeurs qu'on aime particulièrement, par exemple Schneider Electric ou même AXA, qui intègrent dans leur stratégie la responsabilité sociale et environnementale et qui l'intègrent dans leur manière de mener leur business. Voilà, il y a aussi des bons élèves dans l'investissement socialement responsable. Pour en savoir plus, je vous renvoie au site d'Ecofi Investissement et au site de la financière responsable. Marie Luchet, merci beaucoup. Merci Stéphane Prévost, on vous retrouvera très bientôt pour un nouveau débat ISR. Cette émission est terminée, on se retrouve demain à 10h pour un nouvel épisode de Direct Gestion.